À Hollywood, en Californie, un homme manigance sa mort et s'enfuit avec l'argent de l'assurance. Pour résoudre cette enquête, les détectives devront d'abord découvrir qui est l'homme mort à sa place. La femme d'un agent de police est grièvement blessée lors d'un accident de la route et meurt à l'hôpital. Bien que son mari ait alerté le service d'urgence, ses collègues le soupçonnent de l'avoir tué. Un fermier est accusé du meurtre de son frère. Le village entier se mobilise pour prouver son innocence et attire ainsi l'attention d'un pathologiste réputé. Tous les jours, les coroners ont rendez-vous avec la mort. L'analyse de fragments d'eau, de gouttes de sang et de parcelles de tissu humain leur permet de reconstituer la chaîne des événements qui ont conduit les victimes à leur laboratoire. Eux seuls peuvent nous raconter leur histoire. Voici les enquêtes du coroner. Ils entrent en action au moment où la mort survient. Les coroners et les médecins légistes ont appris à identifier les traces qu'elle laisse sur son passage. Ils savent par-dessus tout reconnaître un homicide. Aux premières heures du 16 avril 1988, une téléphoniste du service d'urgence de Glendale, en Californie, reçut un appel concernant un homme victime d'un arrêt cardiaque. L'appel provenait d'un neurologue respecté, le docteur Richard Boggs. Lorsque les ambulanciers se présentèrent au cabinet du docteur Boggs, ce dernier déclara que son patient, Gene Hansen, n'en était pas à sa première défaillance cardiaque. Parmi les effets personnels de la victime se trouvaient des cartes de crédit au nom de Hansen. Le docteur déclara qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour réanimer le patient avant d'appeler le service d'urgence. Gene Hansen fut déclaré mort sur les lieux. On procéda à l'autopsie du corps au bureau du coroner de Los Angeles. Ce laboratoire reçoit plus de 200 cadavres par jour. Pour les médecins légistes, Gene Hansen n'était qu'un cas parmi tant d'autres. Seules quelques lésions mineures au cœur semblaient justifier le décès de l'homme. Le coroner se fia donc au diagnostic du médecin traitant et inscrivit au dossier que l'homme était mort des suites d'une défaillance cardiaque due à une faiblesse du cœur. L'ami et associé de Hansen, John Hawkins, vint de l'Ohio pour réclamer sa dépouille. La police lui remit le corps. Il fut incinéré conformément aux dernières volontés de Hansen. À titre d'associé de Hansen, Hawkins était le seul bénéficiaire de ses assurances. On lui versa donc la somme d'1 million de dollars. L'histoire aurait dû se terminer là. Mais elle ne faisait que commencer. 5 mois plus tard, l'employé d'une compagnie d'assurance s'apprêtait à fermer le dossier de Hansen lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Le bureau des transports avait fourni une photo de Hansen. La photo prise lors de l'autopsie était fort différente de la photo de son permis de conduire. Intriguée, elle demanda que soient comparées les empreintes digitales du conducteur à celles qui avaient été prises lors de l'autopsie. Il n'y avait pas de doute possible. Il s'agissait de 2 personnes différentes. Où était donc le vrai Hansen? Et qui avait pris sa place? Grâce à sa perspicacité, la jeune femme avait mis à jour un crime bien plus grave qu'une simple fraude. Glendale se situe juste à côté de North Hollywood, en Californie. Mais un monde sépare ces 2 villes. Les détectives de Glendale durent s'y rendre pour tenter d'élucider le mystère entourant la mort du faux Gene Hansen.
En comparant les empreintes digitales du cadavre à celles des personnes disparues, la police parvint à déterminer qu'il s'agissait de Ellis Green, un comptable. Il avait été vu pour la dernière fois le 15 avril, au moment où il quittait un bar de North Hollywood. Le lendemain, le Dr Boggs le déclarait mort sous une fausse identité. C'est le sergent John Perkins de la police de Glendale qui était chargé de l'enquête. On a montré une photo du corps d'Ellis Green, prise dans le cabinet du docteur à une de ses vieilles tantes. Cette dernière a confirmé qu'il s'agissait bien de son neveu. Nous savions que nous disposions du vrai corps et du vrai nom de la victime, mais nous ne savions pas ce qui avait causé sa mort. La police était confrontée à deux défis. D'abord, il fallait découvrir comment Green était mort. Puis, tenter de prouver que Hansen était toujours en vie. 6 mois s'étaient écoulés depuis le décès. Si Hansen vivait toujours, il avait une bonne longueur d'avance sur les policiers. Quant à son associé, John Hawkins, il avait également disparu après avoir empoché le $1 million de la police d'assurance. La police décida de se concentrer sur la dernière personne qui avait vu la victime en vie, le Dr Boggs. Des détectives se rendirent à son cabinet pour l'interroger. Boggs déclara que l'homme en question était un de ses patients depuis des années, qu'il l'avait toujours connu sous le nom de Melvin Eugene Hansen ou Gene. Il ignorait que son patient avait un nom d'emprunt. La police fit émettre un mandat de perquisition et Boggs fut contraint de lui remettre le dossier médical du patient. Boggs avait peut-être dit la vérité. Le dossier médical de Hansen indiquait qu'il avait reçu maintes recommandations, mais qu'il refusait de les mettre en pratique. Il était cependant aussi possible que le docteur ait trafiqué le dossier de son patient et joué un rôle dans cette fraude. Si c'était le cas, il faudrait trouver un moyen de le prouver. Perkins constata alors que la réponse qu'il cherchait se trouvait devant ses yeux, sur les bandes des électrocardiogrammes. J'étais assis à mon bureau tard un soir et j'examinais les électrocardiogrammes lorsque je me suis rendu compte d'une chose évidente. La marge du premier électrocardiogramme était blanche. La marge du second avait une ligne rouge qui commençait à la moitié de la feuille. Et la marge du troisième avait une ligne qui longeait la feuille au complet, comme lorsqu'un rouleau de papier tire à sa fin. Je me suis dit, 1 minute, ils sont tous reliés ensemble. Alors, je les ai mis bout à bout sur mon bureau et j'ai constaté qu'ils se suivaient d'une feuille à l'autre. Il s'agissait de la marque caractéristique qui indique la fin d'un rouleau de papier. Il était facile de les placer en séquence. C'est alors que Perkins constata que les dates inscrites par Boggs à l'endos n'étaient plus dans l'ordre chronologique. Ces bandes d'électrocardiogramme avaient été falsifiées. Pendant ce temps, l'enquête continuait à progresser. La police avait découvert que les cartes de crédit de la victime, Ellis Green, étaient toujours utilisées. Peut-être que la personne qui les utilisait était le vrai Gene Hansen. La police apprit que le détenteur de la carte avait loué un bungalow à Key West, en Floride. Interrogé, l'agent de location déclara que l'homme qui louait cette maison s'appelait bien Ellis Green, mais qu'il était parti quelques semaines plus tôt. Personne n'avait occupé les lieux après lui. Les détectives fouillèrent la maison à la recherche d'indices sur l'identité du dernier locataire. Il y avait une empreinte digitale sur un verre dans une des armoires. L'analyse révéla qu'il s'agissait de celle de Gene Hansen. Il était donc bien vivant. Puis, au mois de janvier 1989, soit 9 mois après son présumé décès,
Hanson, qui voyageait sous un nom d'emprunt, fut arrêté à l'aéroport de Dallas alors qu'il revenait du Mexique. Son comportement était si étrange que les douaniers avaient décidé de fouiller ses valises et y avaient découvert 14 000 $ en argent comptant. Sa valise contenait également les cartes d'identité de 13 personnes différentes, dont Ellis Green, l'homme décédé dans le cabinet du Dr Boggs. Il était donc plausible de présumer que Hanson avait endossé l'identité de la victime et empoché une partie de l'argent de sa propre assurance vie. Il fut arrêté. Grâce aux faux électrocardiogrammes, la police put également procéder à l'arrestation de Boggs. De toute évidence, ce dernier avait pris part à la fraude. Les détectives découvrirent alors que Hanson et Hawkins avaient déjà commis d'autres fraudes d'assurance. Les deux hommes avaient réclamé des sommes d'argent pour de faux accidents de voiture. C'est le Dr Boggs qui signait leurs réclamations à chaque fois. Mais y avait-il suffisamment d'indices pour prouver que Boggs avait tué Ellis Green? Sans le corps, la tâche serait difficile. Le sergent John Perkins de la police de Glendale enquêtait sur une fraude d'assurance complexe et tentait de prouver qu'il y avait eu homicide. Gene Hanson, l'homme qui avait manigancé sa mort, et Richard Boggs, son médecin, étaient déjà tous deux en détention provisoire. Perkins était déterminé à élucider cette enquête le plus rapidement possible, mais il devait d'abord retrouver John Hawkins, l'homme qui avait touché $1 million à titre de bénéficiaire. Il faudrait aussi prouver que Boggs avait tué Ellis Green et lui avait fait endosser l'identité de Gene Hanson. Michael Baden est directeur du service médico-légal de la police de l'État de New York. Sa spécialité est l'analyse des traces laissées par la mort. Il a d'ailleurs fait partie du comité d'enquête sur la mort du président Kennedy et de Martin Luther King. Dans le cas de Green, Baden disposait d'échantillons de tissu de son cœur, de ses poumons et de son foie, ainsi que des photos de la victime peu après sa mort. À partir de ces éléments, Baden put confirmer que Green n'était pas mort d'une attaque cardiaque et que les marques bleues sur sa peau indiquaient plutôt qu'il avait manqué d'oxygène. Baden en tira la conclusion que Green était mort par suffocation. Lorsqu'il n'y a pas eu lutte, ce type de décès ne laisse d'autres marques que des traces bleues. On arrive à ce diagnostic par élimination. Quand quelqu'un meurt d'un coup de feu, nous n'avons pas à procéder par élimination. Il y a un trou dans le corps de la victime. Il en est de même s'il y a eu coup de couteau, coup de bâton. Nous sommes en mesure de relever des marques visibles sur le corps lors de l'autopsie. Mais lorsque quelqu'un meurt par suffocation, parce qu'un individu lui a bouché le nez et la bouche, par exemple, l'oreiller ou la main ne laisse pas de traces sur le cadavre. Il y avait assez de preuves pour convaincre le jury que les trois hommes avaient comploté pour meurtre et que le Dr Boggs avait mis le plan à exécution. La police croit que le docteur avait rencontré Ellis Green dans un bar, le dernier endroit où la victime avait été vue en vie. Il lui avait sans doute payé quelques verres dans l'espoir que l'alcool le rendrait moins méfiant. Lors de l'autopsie, on a constaté que son taux d'alcoolémie était très élevé. Boggs avait ensuite conduit Green à son cabinet.
La police croit qu'il a peut-être utilisé un pistolet paralysant pour empêcher Green de résister. Ainsi, il a pu l'étouffer plus facilement. Sans le rapport du coroner Michael Baden, la poursuite n'aurait sans doute pas obtenu gain de cause. En 1990, Richard Boggs fut jugé coupable de meurtre au premier degré et de fraude. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à John Hawkins, la police finit par retrouver sa trace en Sardaigne 3 ans plus tard. En 1995, John Hawkins et Gene Hansen furent tous deux accusés de fraude, de vol qualifié et de complot pour meurtre. Hansen fut condamné à la prison à perpétuité. Quant à Hawkins, il fut condamné à 25 ans d'incarcération. Le travail du coroner avait permis de mettre à jour la machination de Gene Hansen et de ses complices. Heureusement, même lorsqu'un crime est ingénieux, les experts de la criminalistique ne sont pas à court de ressources. À Hawaï, peu après 21h30, le 27 novembre 1992, un motocycliste avisa la police qu'il y avait eu un accident sur l'autoroute 11, l'autoroute du volcan. À leur arrivée, les policiers trouvèrent une fourgonnette tournée dans le sens contraire de la circulation, vraisemblablement à la suite d'un tête-à-queue. Ils reconnurent la fourgonnette. Elle appartenait au sergent de police Ken Mattison. Ce dernier semblait en état de choc. Sa femme était grièvement blessée. Ken lui administrait les premiers soins à l'arrière de la fourgonnette. Elle avait perdu beaucoup de sang. Le policier dépêché sur les lieux connaissait bien Yvonne. Elle était l'infirmière qui avait aidé son épouse à accoucher de son premier enfant quelques semaines plus tôt. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de Hilo. L'hôpital où elle travaillait et où elle allait bientôt mourir. Lorsque les collègues de Ken Mattison apprirent la nouvelle de l'accident sur la radio de leur voiture de patrouille, ils se rendirent à l'hôpital pour lui apporter du réconfort. Mattison déclara à l'un d'eux que la mort de sa femme était un accident tragique. Ils avaient commencé à se disputer alors qu'elle conduisait. La situation s'était envenimée. Yvonne était si furieuse qu'elle avait sauté par la fenêtre alors que le véhicule était encore en marche. Ken avait alors saisi le volant puis fait marche arrière pour la rejoindre, mais il avait roulé sur le corps de sa femme. Yvonne et Ken Mattison étaient divorcés, mais ils avaient décidé de se donner une nouvelle chance. Malgré une période difficile, leur relation semblait s'être améliorée. C'est alors que la tragédie s'était produite. Selon la loi, un décès causé lors d'un accident est un homicide involontaire. Pour ce délit, Mattison était passible au minimum d'une amende de $100 et de 100 heures de travaux communautaires et au maximum d'une amende de $1000 et d'une année d'emprisonnement. Dans un cas comme dans l'autre, son statut de policier ne serait pas remis en question. Mattison ne contesta pas les accusations portées contre lui. Comme il s'agissait d'une mort accidentelle, on devrait effectuer une enquête approfondie. Mais lors de l'analyse de la scène de l'accident, la police de Hawaï remarqua que quelques indices contredisaient la version de Mattison. Chaque année, Hawaï est envahi de touristes venus échapper à la routine.
Le soleil, la mer et la beauté sauvage des volcans ont à la fois un effet apaisant et purifiant sur eux. Mais pour la population locale, la vie suit son cours comme partout ailleurs. On n'y est pas à l'abri de crimes ou d'accidents et les enquêteurs sont confrontés aux mêmes difficultés qu'ailleurs. À Hilo, des détectives examinèrent la scène où l'épouse du sergent Ken Mattison avait perdu la vie. Il n'y avait pas beaucoup de sang sur la chaussée, beaucoup moins que dans la fourgonnette. Peut-être était-ce dû au fait qu'il pleuvait lors de l'accident et que Ken n'avait pas perdu une seconde pour hisser le corps dans le véhicule. La fourgonnette avait été remorquée à la fourrière pour y être examinée. Ce véhicule était impliqué dans la mort d'un individu et la procédure exigeait qu'il soit soumis à un examen mécanique. Ainsi, la défense ne pourrait invoquer un bris mécanique et on serait sûr de remettre un véhicule sécuritaire à Mattison. En raison de la nature de l'accident, les experts examinèrent soigneusement la mécanique sous le véhicule. Étrangement, le dessous du véhicule n'avait pas subi beaucoup de dommages. De plus, le détective Martin Elizar fut surpris par ce qu'il découvrit à l'intérieur de la fourgonnette. J'ai jeté un œil à l'intérieur et j'ai aperçu des taches de sang. Il y en avait sur la vitre du côté du conducteur, sur le tableau de bord devant le volant et juste au-dessus. Il y avait aussi une grande quantité de sang et de cheveux sur ce boulon. Comment pouvait-on expliquer la présence de sang à cet endroit? Elizar devait obtenir un mandat de perquisition de la fourgonnette pour procéder à un examen plus détaillé. Il demanda donc à Kurt Spohn, le procureur général adjoint, d'en faire la requête. Le mandat fut émis juste à temps. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. Selon Spohn, la pièce à conviction avait failli leur glisser entre les doigts. Lorsque l'examen mécanique est terminé, nous rendons le véhicule à son propriétaire. D'ailleurs, dans ce cas-ci, nous avions déjà obtenu l'autorisation de remettre le véhicule. Par un heureux hasard, Mattison n'avait pas encore eu l'occasion de venir chercher sa fourgonnette. On annula l'autorisation et la police demanda un mandat de perquisition pour examiner l'intérieur du véhicule. Il était donc possible que le sergent Mattison ait menti. Le corps d'Yvonne Mattison avait été autopsié 3 jours après sa mort. Sur l'île d'Hawaï, c'est le chef de police qui assure la fonction de coroner. Un pathologiste d'un hôpital voisin fait office de consultant au besoin. On avait informé le pathologiste que le décès était accidentel. Bien qu'il fût davantage habilité à examiner les morts naturelles, le pathologiste constata néanmoins que les blessures de la victime ne concordaient pas avec les déclarations de Ken Mattison. Ce dernier avait déclaré que la victime avait été écrasée après être tombée du véhicule. Comment pouvait-on expliquer alors les blessures qu'elle avait à la tête, aux bras et aux mains? Malheureusement, le pathologiste de l'hôpital n'avait pas les qualifications pour interpréter ces blessures. Cette analyse relevait plus des compétences d'un médecin légiste. Cependant, il avait été si intrigué qu'il avait tout de même décidé de photographier en détail le corps de la victime et de prélever des échantillons de ses tissus. Maintenant que le corps de la victime avait été incinéré, c'était tout ce dont la police disposait pour poursuivre son enquête. Ce qui avait commencé par un accident tragique semblait maintenant être devenu un meurtre au premier degré.
La couverture de l'affaire par les journaux fut à l'origine d'un développement intéressant. Un témoin qui avait lu un article sur l'enquête appela les enquêteurs pour leur dire que le soir de l'accident, peu après 21h, il s'était arrêté pour offrir de l'aide. Alors qu'il rangeait sa voiture le long de l'autoroute, un homme, vraisemblablement Ken Mattison, était sorti de l'arrière de la fourgonnette et lui avait braqué une torche électrique dans les yeux. Il lui avait dit que la police avait déjà été avisée et lui avait enjoint de quitter les lieux. Était-il possible que l'homme ait interrompu un meurtre? Si c'était le cas, il faudrait en faire la preuve. À Hawaï, le procureur général adjoint Kurt Spohn avait la tâche délicate d'enquêter sur le sergent Ken Mattison, soupçonné de meurtre. Il demanda à l'un de ses collègues de lui trouver le meilleur expert qui soit pour interpréter les éclaboussures de sang découvertes près du siège du conducteur dans la fourgonnette du suspect. Quelques jours plus tard, mon collègue m'a annoncé qu'il avait trouvé quelqu'un. Il s'agissait de Henry Lee, responsable du laboratoire judiciaire du Connecticut. Henry Lee, qui depuis a été nommé commissaire au ministère de la Sécurité publique de l'État, connaît aussi bien les lois de la physique que celles de la justice. Il est spécialisé dans l'analyse des gouttes de sang et ne craint pas de se salir les mains quand c'est nécessaire. Le sang répond aux lois de la gravité et du mouvement. Toute éclaboussure laisse des indices caractéristiques. Les dégoulinades, par exemple, sont typiques de coups de couteau, parce que ces armes sont manipulées à une vitesse relativement restreinte. Le sang n'est donc pas projeté loin du point d'impact. La présence d'une multitude de gouttelettes infimes signifie par ailleurs que le meurtrier a utilisé une arme à feu. Quant aux éclaboussures importantes projetées sur une grande distance, elles indiquent l'utilisation d'un objet contondant, comme une matraque. L'examen détaillé de ces gouttes de sang permet à Lee de déterminer la position de la victime et la force déployée pour produire la blessure. Les données obtenues sont ensuite combinées à la grandeur de la blessure et permettent de déterminer si un homicide a eu lieu et quel type d'arme a été utilisé. Henry Lee a acquis sa renommée pour son travail lors du procès de O.J. Simpson. Il a aussi participé à l'identification de cadavres enterrés dans des fosses communes en Bosnie. Dès qu'il regarda les photos de l'enquête Mattison, Lee soupçonna que l'affaire était louche. Il ne pouvait pas s'agir d'un simple accident. Après avoir reçu les photos, je les ai examinées. Ma première réaction a été que quelque chose clochait. J'étais convaincu qu'un homicide s'était produit dans cette fourgonnette. À partir des photos prises à travers la fenêtre du conducteur, Lee put conclure que le sang avait été projeté à une vélocité moyenne, ce qui suggérait un traumatisme causé par un objet contondant. La victime avait été frappée à maintes reprises. Les taches de sang sur la vitre contredisaient également la déclaration de Mattison, selon laquelle sa femme était sortie du véhicule en marche par la fenêtre. Au moment de l'accident, cette vitre était fermée. Pourtant, nous avons isolé environ 200 gouttelettes de sang projetées à une vélocité moyenne dans ce secteur seulement. Lee devait maintenant examiner la fourgonnette de visu afin de relever la trajectoire des éclaboussures. Il fixa des ficelles sur chacune des gouttelettes pour déterminer leur origine. Il constata que le sang provenait de la région du siège du conducteur et plus précisément d'un point situé à la hauteur de la tête d'un individu. La victime avait donc été blessée avant qu'elle ne quitte le véhicule. Quant aux photos de l'autopsie, elles permettaient de conclure que ces blessures à la tête étaient assez graves pour avoir entraîné la mort. L'analyse de Lee démontrait clairement qu'il y avait eu une lutte dans la fourgonnette. Ken Mattison avait donc menti. Il y avait tout lieu de croire que le mobile de son crime était l'argent. Il devait toucher la somme de 595 000 $ si sa femme mourait lors d'un accident
et 675 000 $ si elle mourait au cours d'un accident de la route. La police procéda à l'arrestation de Ken Matheson alors qu'il n'était pas en service. Les détectives pouvaient maintenant reconstituer le meurtre. Ken Matheson avait asséné un coup à Yvonne à l'aide d'un objet contondant pendant qu'elle conduisait. Elle avait alors arrêté le véhicule, ou peut-être encore en avait-il pris le contrôle et l'avait-il arrêté lui-même. Il avait continué à la battre presque à mort. Les marques sur les mains de la victime indiquaient qu'elle avait tenté de se défendre. Il faisait noir et Matheson n'était sans doute pas conscient que sa culpabilité était inscrite dans toutes ses taches de sang. Après s'être assuré que sa femme ne survivrait pas, il avait sorti le corps de la fourgonnette et l'avait écrasé. Il l'avait ensuite mis à l'arrière de la fourgonnette et avait attendu les secours. En 1995, Ken Matheson fut condamné à la prison à vie pour enlèvement et meurtre. Il sera éligible à la libération conditionnelle après seulement 25 ans. Parfois, l'analyse du coroner ne fournit qu'une partie des réponses. C'est alors que des spécialistes judiciaires comme Henry Lee peuvent faire parler les victimes qui, autrement, seraient restées muettes pour toujours. La victime est morte. Elle ne peut témoigner. Mais les indices physiques parlent pour elle. Le meurtre crapuleux de Matheson avait pu être révélé grâce à des techniques judiciaires dont il n'avait pas tenu compte. Mais cette même science peut-elle aussi servir à innocenter un suspect? Des spécialistes de l'État de New York espéraient que ce serait le cas. Le village de Mansville, en plein cœur de l'État de New York, est une de ces bourgades paisibles que les automobilistes remarquent à peine. En juin 1990, ce village allait devenir le champ de bataille inattendu de quelqu'un qui n'avait rien d'un soldat. Tout commença dans une ferme en retrait du village. Delbert Ward, 59 ans, se leva à l'aube pour traire ses vaches. Il avait essayé plutôt de réveiller son frère William, mais sans succès. Comme William s'était senti mal en point récemment, Delbert avait décidé de le laisser dormir. Il pourrait bien se passer de lui pour une fois. Les 4 frères Ward étaient un peu simples d'esprit. Ils avaient passé leur vie entière sur la ferme laitière. C'était leur univers, leur bien, la seule chose qu'ils connaissaient. Ils vivaient retirés sur leur ferme et partageaient même leur lit, probablement depuis leur enfance. William, l'aîné, était le plus fort des 4 et le plus intelligent. C'est lui qui prenait les décisions. Delbert était son bras droit. Les 2 autres frères, Roscoe et Lyman, se joignaient à eux à l'occasion pour les aider dans leurs tâches. Mais en ce jour du 6 juin, Delbert travaillait seul. Après avoir trait les vaches, il retourna réveiller son frère, mais n'y parvint pas. Quelque chose ne tournait pas rond. Il appela ses frères à l'aide. Les 3 hommes ne savaient pas quoi faire. Comme les frères Ward n'avaient pas le téléphone, Delbert et Roscoe décidèrent de se rendre chez le voisin pour téléphoner au service d'urgence. Pendant ce temps, Lyman était chargé de surveiller William et d'attendre l'aide. 20 minutes après le téléphone de Delbert au service d'urgence, la police d'État arriva à la ferme.
Le coroner de Madison County accompagnait les agents de police. Le corps de William fut examiné. L'homme de 64 ans ne semblait pas avoir été victime d'un homicide. Il semblait plutôt être mort paisiblement pendant son sommeil. Son corps fut transporté au bureau du coroner pendant que la police interrogeait les 3 hommes. Lors de l'autopsie du corps de William, l'assistante du médecin légiste préleva des échantillons de tissu tout en prenant des notes. Rien ne semblait expliquer la mort de William. Cependant, un détail attira son attention. Il y avait de minuscules taches rouges dans les yeux, la bouche et la trachée, de toutes petites hémorragies. La présence de ces taches, qu'on appelle purpura, pouvait s'expliquer de plusieurs façons. Souvent, c'est ce qui permet de déterminer qu'il y a eu suffocation. L'assistante du médecin légiste ne pouvait affirmer à 100% que la mort avait été naturelle. Sur le certificat de décès, elle indiqua que le corps devrait faire l'objet de nouvelles analyses. Le procureur reçut un appel téléphonique de la police lui laissant entendre que l'affaire était quelque peu ennuyeuse aux yeux des enquêteurs. C'est sans doute à partir de ce moment-là que commença toute une série de quiproquos. Le message fut relayé à la police d'État et la présence de purpura prit tout à coup des proportions démesurées. La police était maintenant convaincue qu'il y avait eu homicide. On convoqua Delbert au poste de police pour interrogatoire. Il fut interrogé pendant 4 heures. La police décida de ne pas enregistrer la séance. L'avocat Ralph Cognetti d'Albany dans l'État de New York est convaincu que tous ces événements avaient rendu Delbert confus. Il n'avait qu'une idée, retourner à la ferme, et il était prêt à dire n'importe quoi. Il signa l'aveu de culpabilité que lui présenta la police. Dis-nous ce que l'on veut entendre et nous te laisserons rentrer chez toi. C'est en substance ce qu'ils lui ont dit. Mais bien sûr, ils ne l'ont pas libéré après qu'il ait signé ses aveux. Mais quand on a l'occasion de lire cette déclaration, on se rend compte qu'elle ressemble plus à une dissertation de Harvard. Delbert n'avait pas pu formuler sa pensée avec ces mots-là. La police procéda à l'arrestation de Delbert sur la base de ses aveux et du rapport d'autopsie. Le jury devait ensuite le reconnaître coupable de meurtre au second degré. Pour les 400 habitants de Mansville, l'idée que Delbert ait pu tuer son frère était tout à fait absurde. Ils étaient tous convaincus que la police avait fait erreur. Lorsque les habitants apprirent que sa caution était fixée à 10 000 $, ils se cotisèrent et amassèrent la somme en quelques heures à peine. La compassion des habitants de Mansville et l'évidente détresse de Delbert Ward attirèrent l'attention d'un journaliste du New York Times, qui publia un article à ce sujet. Un réseau de sympathie se forma. C'est alors qu'un ami des frères Ward demanda à Cognetti de s'occuper de l'affaire. Une conversation avec l'inculpé convainquit tout de suite l'avocat de son innocence. Il examinait les preuves contre lui lorsqu'il constata que l'accusation reposait plus sur ses aveux que sur le rapport d'autopsie du coroner. Cognetti préparait sa plaidoirie lorsqu'il reçut un appel déterminant. Son interlocuteur s'appelait Cyril Wecht. Cognetti ne le connaissait pas. Ce monsieur était pathologiste judiciaire à Pittsburgh. Il m'a dit qu'il avait lu un article à propos de Delbert et qu'il était prêt à analyser bénévolement les éléments de preuve dont nous disposions. La réputation du docteur Wecht dépasse largement les murs du bureau du coroner de Pittsburgh
où il assume la fonction de pathologiste judiciaire en chef. Il a travaillé de concert avec les détectives lors de l'assassinat de Robert Kennedy et a été consultant lors du décès d'Elvis Presley. Wecht détient non seulement son diplôme de médecin, mais aussi un diplôme de droit. Il avait lu l'article au sujet de Delbert Ward dans le New York Times et sa curiosité avait été piquée. Il demanda à Cognetti de lui envoyer le rapport d'autopsie de William Ward. Après avoir examiné le dossier qui comprenait notamment le rapport d'autopsie, ma première impression était que rien ne permettait au pathologiste judiciaire de conclure que la mort avait été causée par asphyxie ou suffocation. Il n'y avait simplement pas assez de preuves pour tirer cette conclusion. Wecht formula un diagnostic qui tenait davantage compte des observations concrètes à partir des notes mêmes de l'assistante du médecin légiste. William était mort d'une maladie coronarienne, comme beaucoup d'hommes de son âge en Amérique du Nord. Les frères Ward avaient d'ailleurs déclaré à la police que la santé de William déclinait depuis quelques années, mais qu'il refusait de consulter un docteur. Ces symptômes correspondaient à une maladie cardiovasculaire, ce qui donnait du poids à la théorie de Wecht. De son côté, la poursuite croyait que la maladie de William était peut-être le mobile même du crime. Delbert Ward avait-il tué son frère William? L'État de New York en était convaincu. Selon la poursuite, Delbert avait étouffé son frère pour abréger ses souffrances. Sa compassion s'était soldée par un meurtre. L'hypothèse de la poursuite se basait sur le comportement étrange de Delbert le jour de la mort de William. Pourquoi, après avoir constaté que son frère ne se réveillait pas, avait-il vaqué aux tâches habituelles comme si de rien n'était? N'était-ce pas la preuve qu'il était coupable? Pour Cognetti, cependant, l'attitude de Delbert correspondait bien aux préoccupations de la vie à la ferme. La poursuite s'est emparée de ce point. Comment quelqu'un qui se préoccupe autant du bien-être de son frère peut-il aller traire les vaches? Ce à quoi nous avons répondu, et je suis sûr que les jurés le savaient, car il y avait 1 ou 2 propriétaires de fermes laitières parmi eux, c'est que si on ne traite pas une vache lorsqu'elle doit être traite, elle peut tomber gravement malade. Cognetti et Wecht étaient convaincus que William était mort de cause naturelle, mais ils devaient le prouver. Comme la victime avait été enterrée, Wecht disposait seulement du rapport d'autopsie. Le même rapport d'autopsie et les mêmes échantillons de tissu qui permettaient à la poursuite d'affirmer que les traces de purpura expliquaient la mort de cet individu. L'interprétation de Wecht était différente. Et il était convaincu qu'il disposait de tout ce dont il avait besoin pour prouver l'innocence de Ward. Les tissus prélevés lors de l'autopsie de William Ward, ainsi que les données recueillies par le médecin légiste, indiquaient que le cœur de William était hypertrophié et que ses artères coronaires étaient bloquées à 20%. Il y avait une marque profonde sur le poumon droit de la victime et il était 2 fois plus lourd que le poumon gauche. Son foie et sa rate étaient également hypertrophiés. Si William ne changeait pas radicalement ses habitudes de vie, il se préparait inévitablement à une crise cardiaque fatale. Il fallait maintenant miner l'argument de la poursuite, selon lequel William avait été tué pour être libéré de ses souffrances. Wecht ne disposait que de photos et d'échantillons de tissu de William Ward, mais il pouvait se baser sur les nombreux autres cas rencontrés au cours de sa carrière. Il releva les traces de purpura dans les yeux et la bouche de la victime. Pour la poursuite, ces traces étaient la preuve qu'il y avait eu étranglement, mais on ne tenait pas compte des autres signes de maladie. Bien qu'il soit vrai qu'il y ait présence de purpura lorsqu'une victime est étranglée, cela ne permet pas de conclure qu'il y a effectivement eu homicide. Il faut que le corps porte des marques qui indiquent que la victime a été immobilisée par la force ou qu'elle s'est défendue. Le corps de Ward n'avait aucune blessure. Rien ne prouvait qu'il y avait eu homicide. William était simplement mort dans son sommeil suite à une crise cardiaque.
On avait procédé aux accusations après une série de quiproquos. Le 5 avril 1991, Delbert Ward fut acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Cyril Wecht croit que les Delbert Ward ne sont pas rares. À maintes reprises, il a constaté que des accusations avaient été portées suite à la conclusion hâtive d'un détective ou d'un simple malentendu. Malheureusement, ces erreurs prennent facilement de l'ampleur. Nous travaillons de concert avec les détectives de la section des homicides, avec la police, avec les avocats de la poursuite. Nous tenons compte de leur version des faits. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, leur opinion mine notre objectivité. On finit par y ajouter nos propres impressions, celles qui conviennent le mieux avec leur reconstitution des faits. Peu importe combien mystérieuse ou suspecte une mort peut sembler, il est toujours possible de découvrir la vérité dans un laboratoire. Chaque jour, les médecins légistes, coronaires et autres experts sont là pour nous rappeler que le plus important témoin d'un homicide est encore la victime elle-même.